Un chiffre est inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Ce n'est pas dû au hasard. Il indique la durée de vie de ton produit une fois que tu l'as ouvert. C'est pourquoi il a pour symbole un pot ouvert. Si tu achètes généralement ton lait dans ce genre de bidon en plastique, tu as probablement remarqué ces grands cercles sur le côté. Ils absorbent les chocs en cas de chute et laissent également un peu de place pour que le récipient puisse se dilater. Tu peux ainsi voir si le lait a tourné sans avoir à le goûter. Le trou dans le manche des casseroles et des poêles sert de support pour les spatules. Comme ça, la sauce ou tout liquide que tu as remué s'égoutte dans la poêle, ce qui évite de salir ton plan de travail. À samedi, tu raccroches et tu réalises qu'il te reste 2 jours avant la principale réunion de famille de l'année. Ta liste de courses est prête et tu te diriges vers le plus grand supermarché de la ville. Tu suis la liste à la lettre, en attrapant tout ce dont tu as besoin aussi vite que possible. Le chariot est plein de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de poissons, de pain. Ouf, c'est fait. 1 heure plus tard, tu rentres chez toi et tu remets fièrement les sacs de courses à ta grand-mère. Elle sort les articles un par un et fronce de plus en plus les sourcils devant chacun d'entre eux. Il s'avère que le poisson et la viande que tu as choisis ne sont pas du tout frais et que les bananes et les légumes ne tiendront pas jusqu'à samedi. Mais ta grand-mère dit qu'elle va rattraper le coup. Tu prends un bon goûter pour ne pas aller refaire les courses le ventre vide. Ainsi, tu n'achèteras pas des choses dont tu n'as pas besoin. Ensuite, vous montez ensemble dans la voiture pour tout recommencer. Faire ses courses intelligemment signifie parcourir le périmètre du magasin où tu peux trouver tous les produits frais et sains. Fruits, légumes, produits laitiers, viande et poissons. Généralement, les allées centrales sont réservées à la malbouffe. Tu décides donc de les sauter complètement. Ton premier arrêt est la section des fruits et légumes. Ta grand-mère dit que c'est ici que tu dois passer le plus de temps. Et c'est une bonne chose que vous soyez arrivé avant le déjeuner. La plupart des magasins ont des produits frais lorsqu'ils viennent d'ouvrir ou plus tard dans l'après-midi, juste avant de fermer. Tu tends la main vers des tomates emballées, mais ta grand-mère t'arrête. Les fruits et légumes pré-emballés sont généralement plus chers. De plus, ils ne te permettent pas de vérifier leur fraîcheur. Une bonne tomate mûre peut peser 2 fois plus qu'une tomate pas mûre. Elle doit avoir une peau lisse et ferme et sentir la tomate. Non, ne mets pas cette pauvre tomate abîmée dans ton chariot. Les fissures sur les fruits et légumes sont un parfait terrain de reproduction pour les bactéries. Essaye de trouver des concombres fermes qui n'ont pas de taches ou de parties molles. Les meilleurs sont vert foncé. Si tu vois des taches jaunes, cela signifie que le concombre est trop mûr et aura probablement un goût bizarre. Il en va de même pour les poivrons. Ils doivent être de couleur vive et sans taches. Maintenant, retourne-le et compte les bosses. 4 bosses signifient moins de graines et un meilleur goût. 2 ou 3 bosses indiquent un goût amer. La tige du poivron frais est toujours verte, ferme et croquante. Sors tout de suite ces pommes de terre germées de ton chariot. Choisis celles qui sont fermes et lisses, sans rides sur la peau, ni taches foncées molles, ni coupures. Choisis uniquement de la salade bien verte, sans trous ni bords noircis. Plus la couleur est vive, mieux c'est. Passons aux fruits. Ta grand-mère t'explique qu'une pastèque mûre aura toujours une tige brune et sèche. Celle-ci, d'un jaune foncé, doit avoir reposé sur le sol assez longtemps pour devenir sucrée. C'est la même chose pour les melons. Ceux qui ont une écorce jaunâtre sont plus sucrés car ils ont reçu suffisamment de soleil au moment où ils ont été cueillis. Vérifie les tiges du régime de bananes avant de les choisir. Les tiges doivent aller du vert au jaune clair et ne pas noircir. Ne prends que des bananes individuelles si tu veux les manger tout de suite. A l'inverse, elles tiennent plus longtemps en grappe. Ne juge jamais une mangue par sa couleur. Au lieu de cela, presse-la doucement. Une mangue mûre s'enfoncera légèrement et elle aura un arôme fruité à l'extrémité de la tige. Les fruits plus petits sont normalement plus sucrés. Mais cette règle ne fonctionne pas pour les fraises. Elles peuvent être de différentes sortes et de différentes tailles, et les plus grosses peuvent aussi être délicieuses. Leur mûrissement s'arrête dès qu'elles sont ramassées. Alors, choisis les rouges vifs avec des queues vertes et fraîches. Elles auront plutôt l'air sèches et flétries si les fraises ont été cueillies il y a longtemps. Ce citron ne te donnera pas beaucoup de jus. Il est pâle, ce qui signifie qu'il est plus vieux. Celui-là, ferme et sans tache, avec une peau fine et lisse, sera bien meilleur. Il semble aussi plus lourd, ce qui est bon signe. Là, tu fais tes courses pour une grande occasion. Il ne vaut mieux pas acheter trop de produits à la fois. S'ils sont frais et bio, ils ne tiendront naturellement pas très longtemps. Et opte toujours pour les fruits et légumes de saison. Ils seront moins chers et de meilleure qualité. Prochain arrêt, le miel. Celui-ci te semble bizarre car il y a ces cristaux au fond du pot. Mais ta grand-mère t'explique que c'est un signe de fraîcheur.
Il est normal que le miel se cristallise lorsque la température baisse. C'est aussi un bon signe qu'il ait l'air opaque. Cela signifie qu'il est plus naturel et sain et qu'il n'est pas pasteurisé. Tu vérifies ta liste et tu réalises que tu as encore besoin de pain. Tu sais déjà que la meilleure option est le pain complet. Tu en prends un et étudies l'étiquette. Pain aux céréales complètes ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux opter pour pain au blé complet. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Si tu ne sais pas prononcer le nom de l'additif, mieux vaut ne pas l'avoir dans ton pain. Il ne doit pas non plus contenir d'arômes artificiels, de colorants ni de conservateurs. Tu appuies légèrement sur le pain que tu viens de choisir. Bingo! Il reprend sa forme initiale, ce qui signifie qu'il est de bonne qualité. Si tu vois ta marque de doigt dessus, il a pu être congelé ou bien le processus de cuisson s'est mal passé. Tu te diriges maintenant vers le rayon des conserves. Mais ta grand-mère te barre la route. Elle est persuadée que les conserves sont mauvaises pour ta santé car elles contiennent une énorme quantité de sel. Tu la convaincs d'étudier au moins les étiquettes des boîtes. Tu dois toujours choisir des conserves qui ne contiennent pas trop de sel ni de sucre. Celles qui sont conservées dans l'eau ou dans leur propre jus sont les plus saines, car elles contiennent moins d'ingrédients artificiels. Tu trouves du thon à l'huile d'olive. L'emballage est parfaitement scellé, donc tu peux y aller. Tu ne dois jamais prendre une boîte de conserve rouillée, elle peut être dangereuse. On dirait que tu as tout ce dont tu as besoin, sauf la viande et les produits laitiers. Il faut toujours les prendre en dernier. En dehors du réfrigérateur, ils peuvent vite se gâter si tes courses durent trop longtemps. Tu fais un peu de place dans ton chariot pour protéger tes fruits du jus de viande crue, juste au cas où. La viande rouge doit être de couleur foncée. Le violet, le rouge et le brun sont bons. La viande de porc doit être de couleur rose clair, tirant sur le rouge. Elle doit sentir bon et l'odeur ne doit surtout pas piquer. Si tu peux voir de nombreuses fibres, il doit s'agir d'une viande dure au goût prononcé. Le filet de bœuf n'aura pas de grain car il est très tendre. Des mouchetures blanches et des stries de graisse dans le muscle sont un autre signe qu'il est juteux et tendre. Si tu ne prévois pas de cuisiner la viande tout de suite, choisis celle dont la date limite de consommation est la plus éloignée. Tu peux toujours la manger sans risque un peu après cette date, mais elle aura un meilleur goût avant. Les emballages avec des marques de saleté à l'intérieur sont à proscrire. Quelqu'un a pu les manipuler avec les mains sales. Si le poulet que tu es sur le point d'acheter a de la peau, elle doit être plus pâle que la chair. Pas jaune ni marron clair. Les bords ne doivent pas avoir l'air sec. Les découpes doivent être lisses et de taille uniforme. S'il n'est pas bien dépecé, il pourrait y avoir de petites articulations et des os dans ton déjeuner. Ton poulet qui est resté plus de 2 jours dans son emballage ferait mieux de rester à l'étalage et non dans ton chariot. Ta grand-mère prend un poisson et le fixe dans les yeux. Elle explique qu'un bon poisson aura des yeux saillants avec des pupilles noires et brillantes. La peau du poisson doit être soyeuse aussi, pas collante ni terne. Presse le filet. Si ta marque de doigt reste dessus, il n'est pas bon. Dernier arrêt, les produits laitiers. Tu tends ta main vers le fond de l'étagère pour trouver ceux dont la date d'expiration est la plus éloignée. La même règle s'applique aux aliments surgelés, aux aliments emballés et aux œufs. Les manutentionnaires placent généralement les plus récents derrière les plus anciens. Ta grand-mère recommande de choisir du lait pasteurisé. Aucun produit cru n'atterrira dans ton chariot aujourd'hui. Lorsque le lait passe par la pasteurisation, il est chauffé pour éliminer les bactéries pathogènes. Cela n'enlève pas la valeur nutritionnelle du produit, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Que dirais-tu de manger une banane avec de la mayonnaise? Tremper des cornichons dans du beurre de cacahuète? Ces combinaisons d'aliments ont l'air assez farfelues. Mais quel goût ont-elles? Eh bien, teste-les et les Oreos à la moutarde pourraient bien devenir ton plat préféré. Ok, reste avec moi ici. Tomates et beurre de cacahuète. Dispose plusieurs tranches de tomates sur un morceau de pain et étale un peu de beurre de cacahuète sur ce sandwich. Ou alors, étale une épaisse couche de beurre de cacahuète sur une tranche de tomate. Cette combinaison de goûts est étonnamment populaire auprès de nombreux gourmets. Nutella et frites. Le sel a tendance à rehausser les saveurs. C'est pourquoi, si tu trempes tes frites dans du Nutella, la fameuse pâte à tartiner aux noisettes aura un goût encore plus sucré. Une autre façon d'apprécier encore plus tes frites est de boire du lait au chocolat immédiatement après. Banane et bacon. Le bacon salé et croustillant, combiné à la banane sucrée et riche en glucides, fait un mélange parfait. Mets ces ingrédients sur une tranche de pain, ajoute un peu de beurre de cacahuète, et voilà, ton sandwich parfait est prêt. Cornichons et glace. J'admets que cette combinaison n'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a des gourmets qui trouvent ce mélange inhabituel de salé et de sucré, vinaigré et laiteux, étrangement séduisant.
tarte au fromage cheddar et aux pommes. De nos jours, tu ne peux surprendre personne en servant des tranches de fromage accompagnées de pommes fraîches. Mais comme ces produits s'entendent assez bien, pourquoi ne pas aller plus loin ? On dit que l'idée d'ajouter du fromage cheddar aux tartes aux pommes est apparue en Angleterre pour la première fois, et elle s'est répandue dans le monde entier par la suite. Frites et miel. Si tu veux transformer ton expérience des frites en quelque chose de différent et de plus excitant, le miel fera l'affaire. Sa saveur sucrée complétera le goût salé du fast-food. Pas étonnant que certains restaurants proposent du miel parmi d'autres options de sauce. Banane et mayonnaise. Non, en aucun cas je ne t'incite à presser une bonne dose de mayo sur une banane pelée et à la mettre dans ta bouche. Essaie plutôt de mettre une banane entre 2 morceaux de pain et de l'enrober d'un peu de mayonnaise. Ce sandwich pourrait agréablement te surprendre. Chocolat et chips. Cette combinaison salé-sucré a un goût fabuleux. Pas étonnant que les chips enrobés de chocolat soient une chose, et de nombreuses marques ont déjà ajouté ce mélange à leur gamme de produits. Burger et confiture. De nos jours, il est possible de commander ce combo dans la plupart des restaurants. Et personne ne pensera que tu es bizarre. Enfin, presque personne. De plus en plus de gens choisissent la confiture plutôt que le ketchup. Popcorn et lait. Certains individus uniques remplacent les céréales du petit-déj par du popcorn. Ils y ajoutent du lait et affirment que ce plat n'est pas moins bon que son alternative plus répandue et plus populaire. Tu veux tester ? Chocolat blanc et caviar rouge. On dit que cet improbable mélange de nourriture a été créé par un chef célèbre. Il a été étonné de voir comment le caviar salé adoucissait la saveur sucrée du chocolat blanc. Si tu es un fan des goûts sucrés-salés, tu vas adorer. Beurre de cacahuète et cornichons. Disons que tu n'es pas très enthousiaste à l'idée de tremper tes cornichons dans du beurre d'arachide. Alors essaie de combiner ces ingrédients dans un sandwich. Ainsi, la saveur vinaigrée des cornichons diluera le collant du beurre d'arachide. Pastèque et sel. Ceux qui n'ont jamais essayé cette combinaison de goûts pensent souvent que le sel prive la pastèque de sa douceur. Mais c'est tout le contraire. Une pincée de sel ne fera qu'accentuer le goût. Mangue et piment. Si tu es un amateur de cuisine épicée, cette combinaison pourrait bien te plaire. Tu peux saupoudrer un peu de piment fort sur une mangue coupée en tranches et profiter de la sensation de brûlure. Beurre de cacahuète et bacon. Tu te souviens de ce mélange de banane et de bacon ? Il est temps de remplacer la banane par du beurre de cacahuète. Son onctuosité contrastera avec le croustillant du bacon. Attention, tu pourrais vite devenir accro. Glace et sauce piquante. Le moyen le plus efficace d'éteindre le feu causé par les aliments épicés dans ta bouche est de boire un peu de lait. Alors pourquoi ne pas passer au niveau supérieur ? Verse un peu de sauce piquante sur ta glace à la vanille pour faire plaisir à ton âme d'aventurier. Chocolat et avocat. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un peu de chocolat à ton avocado toast. Tu peux aussi faire un délicieux milkshake avocat-chocolat. Ainsi, la texture beurrée de l'avocat complétera parfaitement la saveur du chocolat. Burger et beurre de cacahuète. Les burgers à la confiture sont plutôt une combinaison sucré-salé. Mais ceux au beurre de cacahuète sont plutôt du genre sel avec encore plus de sel. Mais au lieu d'étaler du beurre de cacahuète fondu sur ton burger, tu dois l'ajouter en faisant des galettes de bœuf. Et tes burgers vont forcément devenir plus juteux. Oreo et moutarde. Ceux qui ont essayé ce mélange promettent que les saveurs s'accordent étonnamment bien entre elles. Retire le glaçage d'un biscuit Oreo et remplace-le par de la moutarde. Tu ne le regretteras pas. Beurre de cacahuète et mayo. Bien que ce soit l'une des combinaisons les plus bizarres que l'on puisse imaginer dans un sandwich, elle a une longue histoire. Les gens ont commencé à mélanger le beurre de cacahuète, riche en protéines, et la mayonnaise, pleine de graisse, pendant les périodes difficiles. Mais plus tard, le sandwich est resté quand les gens ont réalisé qu'il était en fait délicieux. Pizza et miel. Le miel chaud peut faire une garniture de pizza inattendue, mais indéniablement géniale. Par exemple, c'est un excellent moyen d'équilibrer la quantité excessive de sel qui accompagne, disons, le pepperoni. Donc, si tu cuisines une pizza à la maison, mets-y du pepperoni et des poivrons. Et ensuite, enduis-la de miel. Tu pourras me remercier plus tard. Huile d'olive et glace. Pour obtenir une combinaison salée-sucrée méga délicieuse, verse un peu d'huile d'olive et de sel sur ta glace à la vanille. Vraiment, teste. Beurre de cacahuète et sriracha. Encore une combinaison inattendue de deux ingrédients apparemment incompatibles. Mais en réalité, le doux arrière-goût de sriracha rendra le goût collant du beurre d'arachide plus intéressant. Et le beurre, à son tour, atténuera le piquant du sriracha. Pommes vertes et salsa. Tu as peut-être essayé les mangues et les ananas mélangés à de la sauce salsa.
Mais alors, pourquoi en serait-il autrement avec les pommes vertes? Leur goût légèrement aigre est parfait pour les plats épicés. Elles compensent toutefois un peu le piquant, mais en même temps, leur saveur ajoute un goût fort et un peu amer au mélange. Fraises et balsamique. C'est une combinaison italienne qui a fait ses preuves et qui fonctionne étonnamment bien. La saveur du vinaigre donne aux fraises un goût plus doux. Il complète également leur nature juteuse. Pastèque et feta. Aucune salade grecque classique ne peut se passer de feta, mais ce fromage offre un goût encore meilleur si on le combine avec des fruits, notamment de la pastèque. La structure dense et la salinité de la feta ajoutent une saveur supplémentaire aux fruits rouges et juteux. Sandwich au beurre de cacahuète, à la marmelade et aux goldfish crackers. Le beurre de cacahuète et la confiture sont depuis longtemps un classique. Mais pourquoi les goldfish crackers? Les vrais gourmets savent que ce composant comble toutes les lacunes restantes. Ton sandwich obtient un croquant satisfaisant, il devient plus savoureux et les crackers sont juste assez salés pour équilibrer la douceur de la marmelade. Basilic et fraises. J'ai déjà mentionné les avantages de mélanger des fraises avec du vinaigre balsamique, mais les fraises et le basilic sont tout aussi bons. Tu peux tester cette combinaison en préparant des limonades et d'autres boissons. Le yaourt glacé au basilic et à la fraise a un goût tout aussi délicieux. Marinade de cornichons et poulet. La cuisson du poulet dans la marinade de cornichons permet de garder la viande juteuse. En même temps, cette méthode préserve la saveur naturelle de la viande de volaille. Autre avantage, inutile d'utiliser du sel dans le processus. La saumure est déjà suffisamment salée. Houmous et canneberges séchées. Après avoir trempé ton cracker dans de l'houmous, recouvre-le de plusieurs canneberges séchées. Elles font toute la différence en ajoutant un peu de saveur. Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire ancienne, était apparemment un grand fan d'une friandise estivale appréciée par beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Marco Polo, l'explorateur et écrivain italien, aurait rapporté d'Asie une recette ressemblant à un sorbet, un dessert glacé fabriqué en mélangeant de l'eau sucrée avec différents types d'arômes. Ce dessert, qui a été nommé plus tard crème glacée, était une friandise fréquente à la cour de Charles Ier d'Angleterre au XVIIe siècle. En France, c'est Catherine de Médicis qui a introduit le dessert glacé tant apprécié. Peu après son mariage avec Henri II, la friandise glacée est devenue accessible au grand public vers les années 1660, lorsqu'un Sicilien a mélangé du lait, de la crème, du beurre et des œufs au café Procope, le premier café connu à Paris. Thomas Jefferson lui-même avait une recette préférée pour confectionner la crème glacée, qui nécessitait pas moins de 18 étapes. La crème glacée est devenue si importante dans la culture populaire qu'elle a même eu rapidement ses propres lois et règlements, afin de s'assurer qu'elle est toujours produite selon certaines normes de qualité. Mais tous les desserts glacés que tu vois sur le marché ne sont pas en réalité des crèmes glacées. Pour être commercialisé sous ce nom, le délice glacé doit contenir un minimum de 10% de matière grasse laitière et ne doit pas peser moins de 0,5 kg par litre. La vraie crème glacée ne doit pas être trop moelleuse. En termes techniques, cela signifie qu'elle ne doit pas avoir plus de 100% de débordement. Pour obtenir cette texture spécifique que nous avons tous appris à connaître et à aimer, la base de la crème glacée doit être suffisamment fouettée, mais seulement jusqu'à un certain degré. Plus précisément, pour chaque litre de base de crème glacée, les produits finis ne doivent pas dépasser 2 litres après le fouettage. Ton dessert estival préféré peut encore être divisé en de nombreuses autres sous-catégories, comme la crème glacée à teneur réduite en matière grasse, la crème glacée allégée ou la crème glacée sans matière grasse, en fonction du pourcentage de ces dernières. Pour avoir une idée précise de ce que tu commandes à chaque fois, il est préférable de regarder les informations nutritionnelles de chaque produit. Un type intéressant de dessert glacé est le gelato. Bien qu'il se traduise littéralement par glacé en italien, il existe des différences entre le gelato et la glace. Là encore, en fonction des réglementations sur la teneur en matière grasse du lait. Le gelato en contient normalement moins que la glace ne doit officiellement en contenir, mais comme il a un faible dépassement, environ 20 à 30%, le résultat final est toujours dense et riche en texture. Les Italiens mentionnent aussi que le gelato ne doit pas avoir moins de 3,5% de matière grasse. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, les Français apportent aussi leur propre touche au dessert. La glace française, paradoxalement connue sous le nom de crème anglaise congelée, doit aussi contenir, en plus des ingrédients standards, des œufs ajoutés au mélange, avec pas moins de 1,4% de jaune d'œuf. On a aussi mal catégorisé de nombreux autres aliments, comme par exemple les framboises,
qui font en réalité partie de la famille des roses, tout comme les cerises, les abricots, les prunes, les poires, les pommes, les pêches ou les mûres. Et oui, elles ont été rangées dans cette catégorie en raison de leurs fleurs. Elles fleurissent en 5 pétales égaux disposés autour d'un noyau central. Les bananes sont considérées comme des baies, alors que les fraises ne le sont pas puisqu'elles appartiennent à cette même famille des roses. Nous partageons d'ailleurs environ 50% de notre ADN avec les bananes, ce qui explique pourquoi les bananes et certaines personnes séduisantes peuvent avoir autant de pouvoir d'attraction. Waouh! Une autre idée reçue courante? Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat puisqu'il ne contient pas de solide de chocolat. Il est fabriqué uniquement à partir d'un mélange de sucre, de produits laitiers, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Ce n'est pas sans raison que les parents du monde entier essayent de faire manger du brocoli à leurs enfants. À calories égales, il s'avère que le brocoli contient presque autant de protéines qu'un steak. Pas sûr que les parents le sachent vraiment, mais étant donné sa faible teneur en graisse, le brocoli présente de nombreux autres avantages pour la santé, contrairement à la viande. On le considère aujourd'hui comme le compagnon indispensable des frites. Mais à une certaine époque, le ketchup était considéré comme ayant des propriétés curatives. Dans les années 1800, un médecin basé dans l'Ohio a indiqué que les tomates pouvait aider à traiter les problèmes digestifs, publiant une formule semblable au ketchup qui a ensuite été adaptée en pilule. Tu veux une pilule avec tes frites? En parlant de frites, il s'avère que cette garniture, l'une des plus populaires au monde, n'est en fait pas française. Les pommes de terre servies de cette façon sont originaires de Belgique, mais elles sont appelées French fries, en anglais à cause de la façon dont elles sont coupées, et peut-être aussi parce que le nom chou de Bruxelles a été déjà pris. Il y a sans doute un pot de beurre de cacahuète quelque part dans ton armoire. Mais tu ne sais sans doute pas à quel point les Américains en raffolent. Des études ont montré que les Américains consomment suffisamment de beurre de cacahuète pour recouvrir le sol du Grand Canyon chaque année. Pour être un peu plus précis, cela représente environ 227 millions de kilos. La coloration rose du saumon n'est pas toujours 100% naturelle. Le saumon sauvage est rose en raison de la grande quantité de crevettes qu'il consomme nativement. Le saumon d'élevage, en revanche, est généralement blanc et les producteurs doivent donc ajouter des pigments d'origine végétale pour obtenir cette légère teinte rose. Les carottes n'étaient pas non plus oranges à l'origine. La teinte vive que nous connaissons aujourd'hui provient d'une mutation génétique du légume bien connu qui s'est produite à un moment au XVIe siècle. À l'origine, les carottes étaient blanches ou violettes. Tout comme tu ajoutes du ketchup à côté de tes frites, il est fort probable que tu aies une noisette de wasabi avec chaque assiette de sushi. En réalité, il s'agit très certainement de Raifort. L'alternative japonaise au Raifort est très chère, c'est pourquoi 99% des restaurants servent plutôt du Raifort ordinaire. Tu les vois peut-être emballés ensemble au supermarché, mais les poivrons rouges, verts et jaunes ne sont en fait pas le même légume. Tu aurais besoin de différents types de graines pour pouvoir les cultiver individuellement, car ils appartiennent chacun à un type d'espèce végétale. Savais-tu qu'une noisette sur 4 finit dans un pot de Nutella? La pâte à tartiner crémeuse est si populaire que les scientifiques cherchent des moyens de faire pousser des noisettes dans des laboratoires pour contrer la pénurie mondiale. Bien sûr, il y a une date d'expiration sur chaque bouteille d'eau, mais l'eau n'expire pas vraiment. La date mentionnée concerne en fait la bouteille elle-même, car le plastique peut éventuellement laisser échapper des substances nocives dans l'eau. Tu t'es déjà demandé pourquoi la nourriture des avions a parfois un goût fade? Le cuisinier n'est peut-être pas toujours à blâmer. L'altitude à laquelle tu voles a des effets sur la chimie de ton corps, ce qui te fait ressentir différemment le goût des aliments. Tu en as déjà ajouté à une salade au moins une fois, mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que le cilantro et la coriandre ne sont pas la même chose. La coriandre est le nom donné aux graines séchées, tandis que les feuilles et les tiges sont appelées cilandro. Pour tous les amateurs de fruits, les scientifiques ont créé un arbre à salade de fruits. Oui, un arbre qui peut faire pousser différents types de fruits en même temps. Il a été développé en Australie et peut supporter jusqu'à 6 types de fruits différents. Il y a une variation de fruits à noyaux qui comprend des pêches, des prunes, des nectarines et des abricots, et une variation d'agrumes pour ceux qui préfèrent les citrons, les mandarines, les oranges ou même les pomelos et les pamplemousses. Tu l'évites probablement car il peut te donner mauvaise haleine, mais l'ail est considéré comme l'un des aliments les plus riches en nutriments. Une seule gousse peut contenir 2% de ton apport quotidien recommandé en vitamine B6. Des études ont montré que la substance chimique qui donne à l'ail sa saveur distinctive, appelée allicine, est bonne pour ta santé.
Le seul type d'aliment qui ne se gâte jamais lorsqu'il est stocké correctement est le miel, ou du moins le seul que nous ayons découvert jusqu'à présent. C'est parce qu'il contient une grande quantité de sucre et a une faible teneur en humidité. Une enzyme créée par les abeilles aide aussi à cela, car elle peut supprimer toute croissance bactérienne. Bien sûr, si tu ranges ton miel de la mauvaise façon et que tu l'exposes à une humidité supplémentaire, il peut s'abîmer. Mais le miel qui est scellé et stocké correctement n'a techniquement pas de date d'expiration. Si tu es débutant en cuisine, tu seras sans doute heureux de savoir que les champignons ne peuvent pas être trop cuits, parce qu'ils contiennent un polymère appelé chitine. Ce produit chimique leur permet de rester tendres, même si tu les fais cuire de quelques minutes à 1 heure. Au fait, n'hésite pas à ajouter un peu de beurre et d'ail. Pourquoi crois-tu que respecter la droite et la gauche ont leur importance en matière de casque audio? Parce que le son se déplace très lentement. L'écho est un parfait exemple. Essaye donc de crier vers un bâtiment éloigné pour voir si ta voix revient vers toi avec un léger décalage. Les sons se déplacent suffisamment lentement pour que le cerveau puisse détecter la différence de temps entre le son qui arrive à ton oreille droite et à ton oreille gauche. Même si la différence est minime, de l'ordre de 10 microsecondes. C'est ce que nous appelons la différence de temps interorale. Si un ami parle à ta droite, ton cerveau sait que le son vient de ce côté, car le même son mettra un peu plus de temps à arriver à ton oreille gauche. Pour cette raison, la musique stéréo donne l'illusion que le son provient de différentes directions. Et les écouteurs renforcent cette illusion car ils transportent la musique directement dans nos oreilles. Si les écouteurs sont inversés, les sons provenant de l'avant sembleront provenir de l'arrière et vice-versa. Tu ne verras pas une grande différence avec un son mono, mais avec un son stéréo inversé, regarder des films sera certainement un peu déconcertant. T'es-tu déjà demandé comment fonctionne une recharge sans fil? Cette technologie fonctionne grâce à un support de transmission ainsi qu'un récepteur compatible à la technologie située à l'intérieur de l'appareil concerné. Le rechargement s'effectue grâce au phénomène dit d'induction magnétique. Pour faire simple, la proximité de l'appareil et du support provoque un champ électromagnétique qui génère du courant. C'est ainsi que l'appareil va se recharger. Imaginons que tu envoies des électrons à travers le chargeur et que tu places l'autre appareil un peu plus loin. Dans ce cas, on peut placer l'émetteur sur un socle de charge et l'antenne de réception dans le téléphone. Et oui, il suffit que ton téléphone soit à proximité pour que ça marche. Il y a un endroit où tu peux faire un plongeon entre 2 continents. Il s'agit de Silfra, près de l'Islande, une fissure formée entre 2 continents car 2 plaques tectoniques sont constamment en train de s'écarter. C'est une merveille géologique et un endroit populaire que de nombreux amateurs d'aventure inscrivent sur leur liste de choses à faire avant de mourir. À certains endroits, l'espace est si étroit que tu peux toucher l'Europe et l'Amérique du Nord en même temps. En réalité, les girafes ne dorment pas seulement une demi-heure. C'est un mythe auquel beaucoup de gens croient encore. Dans les faits, elles passent environ 4h30 à dormir. Et ce n'est pas si inhabituel pour des animaux actifs pendant la journée. En plus, les girafes s'allongent pour dormir pendant des périodes plus courtes d'environ 11 minutes. Comment se fait-il que les restes de pizza soient aussi bons? Une seule nuit au réfrigérateur donne à la pizza une saveur délicieuse. Elle conserve en effet sa texture même lorsqu'elle n'est plus chaude. C'est que la couche de sauce tomate ne laisse pas la graisse de la garniture au fromage imprégner la base de la pâte. Les températures des aliments que nous mangeons affectent également notre perception du goût. Les aliments froids ont des saveurs moins intenses en général. Nous avons des canaux sensibles à la chaleur dans nos récepteurs de goût amer et sucré. Et si la température est comprise entre 15 et 35 degrés, ils s'ouvrent largement, ce qui déclenche une réaction en chaîne et envoie des signaux forts à notre cerveau. En revanche, si les températures sont plus basses, ces canaux s'ouvrent à peine, ce qui signifie que les signaux s'affaiblissent également. La température n'affecte pas les récepteurs du goût acide et salé, de sorte que la pizza froide peut sembler plus salée et savoureuse. Une dernière pour les gourmands. Saviez-vous que plusieurs études ont confirmé que les sandwichs triangulaires ont meilleur goût que ceux de forme rectangulaire? Il semblerait que les triangles permettent de déguster plus de garniture par bouchée. Un sandwich triangulaire a 2 coins à 45 degrés. Ainsi, il est possible de mordre plus loin vers le centre en seulement 2 bouchées. Et le centre contient souvent plus de garniture. Et juste après, suit une 3e bouchée parfaite, sans croûte, car on couvre ainsi l'espace laissé au milieu. Miam, voilà qui me donne faim. Les chaussures conçues à la fin du XIVe et au début du XVe siècle pouvaient mesurer jusqu'à 60 cm. Les gens portaient des chaussures pointues, surtout au XIIe siècle. Et quelques siècles plus tard, elles sont restées en vogue et ont même fini par s'allonger encore plus.
Les fabricants remplissaient les bouts de ces chaussures de cheveux, de mousse, de laine ou même d'herbe. Une défense de narval n'est pas une défense classique, mais une sorte de dent à l'envers. Ces créatures appartiennent à la catégorie des baleines. Et contrairement à la plupart des autres baleines, elles ont une grande défense, ou plus précisément donc une dent, qui ressemble presque à une sorte de peau, car elles possèdent de nombreuses terminaisons nerveuses sensorielles. Sur Mars, on peut entendre le vent, littéralement. Grâce au capteur de l'atterrisseur InSight de la NASA sur la surface martienne, les chercheurs ont enregistré les premiers sons des vents sur Mars par le biais de vibrations. Même si le son des vents martiens est à un niveau de décibels tout juste à la portée de l'homme, il faudrait quand même un casque à forte teneur en basse pour l'entendre. Le record du monde de la plus longue respiration sous l'eau est de presque 24 minutes. Sans entraînement, un humain moyen peut généralement rester environ 90 secondes sous l'eau avant de devoir remonter à la surface pour respirer. Mais en 2016, un plongeur professionnel en apnée, Alex Segura Vendrell, a réussi à établir ce record insensé de la retenue de la respiration. Savais-tu que les papillons ne goûtent pas leur nourriture comme nous avec leur bouche, mais avec leurs pattes ? Lorsqu'un papillon arrive à proximité d'une plante qu'il veut manger, il utilise les capteurs de ses pattes pour savoir si la plante sur laquelle il se trouve est comestible. Les récepteurs qu'ils possèdent sur leurs pattes sont 200 fois plus puissants que nos papilles gustatives. De la même manière que nous utilisons les empreintes digitales, on peut identifier les lions grâce à la forme de leur moustache. Chacun de nous a des empreintes digitales uniques. Eh bien, les lions, eux, ont un motif de moustache et babine qui leur est totalement propre. Si tu n'es pas sûr que les œufs dans ton réfrigérateur sont vieux ou frais, remplis simplement un bol d'eau et place-les dedans. S'ils flottent, ils sont périmés. Et s'ils coulent, cela signifie que ce sont des œufs frais. Alors tu peux y aller. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient encore, lorsque quelqu'un touche l'aile d'un papillon, l'animal ne perd pas sa capacité à voler. Ce n'est pas une raison pour essayer de le faire, mais même si tu le fais accidentellement, le papillon s'en sortira quand même. Leurs ailes sont recouvertes de petites écailles. Si tu les touches, certaines d'entre elles peuvent se détacher, c'est vrai. Mais c'est ce qui se passe aussi dans la nature, pas seulement quand ils égratignent quelque chose avec leurs ailes. Cela peut d'ailleurs les aider dans les situations difficiles, par exemple lorsqu'ils essayent de s'échapper des toiles d'araignée. Deux parties du corps humain n'ont pas de vaisseau sanguin. Le cartilage et la cornée. La cornée, c'est ce qui recouvre la pupille et d'autres parties de l'œil. Comment se fait-il que notre peau devienne ridée après un certain temps passé dans l'eau ? Même après 5 à 10 minutes dans la baignoire, on peut remarquer la formation de petites rides sur les pieds et les mains. C'est très certainement ainsi que se débrouille notre corps pour prendre appui lorsqu'il est dans un environnement glissant. Et ce qui est particulièrement dingue, c'est que notre peau se ride selon le même dessin que le système de drainage des rivières. Même si certains propriétaires de chats espèrent le contraire, la plupart du temps, les félins ne répondent pas lorsqu'ils entendent leur nom. Non pas parce qu'ils ne le reconnaissent pas, mais parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie de répondre. Ces créatures futées font juste ce qui leur chante. Elles cesseront donc de t'ignorer lorsqu'elles estimeront devoir le faire. En parlant de nos adorables animaux de compagnie à ronron, pourquoi penses-tu que de nombreux chats domestiques ont les pattes blanches ? Au cours du processus de domestication qui a débuté il y a environ 10 000 ans, les humains ont croisé les chats les plus dociles pour obtenir des animaux plus sympathiques. Et l'une des conséquences de ce processus est la présence de taches blanches sur les pattes. Les nuages ont l'air certes légers et duveteux, mais en réalité, ils sont très lourds. Le cumulus moyen, ce beau nuage blanc que tu vois par une journée ensoleillée, a ainsi le poids stupéfiant de 500 000 kilos. Wow! Il y a plus de 100 ans, un garçon de 11 ans a laissé sa boisson sur le porche de la maison pendant une nuit entière. Dans le verre, il y avait de l'eau avec un mélange en poudre instantanée et un bâtonnet pour le mélanger. 20 ans plus tard, Frank Epperson, ce garçon très distrait, a présenté son invention accidentelle dans un parc californien, la glace à l'eau. On ne sait malheureusement pas à quoi était la première glace à l'eau, mais ce que l'on sait, c'est que parmi les premières saveurs, il y avait cerise, la plus populaire, citron, orange, banane, pastèque, raisin et même de la root beer. Les cookies aux pépites de chocolat sont un peu plus jeunes que les glaces à l'eau, puisqu'elles ont été inventées dans les années 1930. Ruth Wakefield, la propriétaire d'un célèbre restaurant nommé le Toll House Inn, est considérée comme l'inventeur de ces délicieux biscuits. Il y a plusieurs histoires derrière cette invention. Selon l'une d'elles, Ruth n'avait plus de chocolat à pâtisser et a décidé de le remplacer par du chocolat semi-sucré basique. Elle s'attendait à ce qu'il fonde complètement, mais ça n'a pas été le cas.
Une autre histoire raconte qu'un peu de chocolat est tombé accidentellement dans la pâte. Ruth a toujours nié que l'origine de ces biscuits soit accidentelle, et elle a affirmé que tout cela avait été fait délibérément. Il existe de nombreuses légendes derrière la création des chips. L'une d'entre elles prétend qu'elles ont été inventées en 1853 par un chef cuisinier dans un luxueux restaurant new-yorkais. Les chips étaient l'une des spécialités de ce restaurant et les gens semblaient les aimer, jusqu'au jour où un client n'a pas été satisfait et s'était plaint qu'elles étaient trop épaisses. Alors le chef George Crumb a refait cuire des frites, mais plus fines. Mais le client difficile s'est à nouveau plaint. Le chef a alors fait en sorte que sa tournée suivante de frites soit fine comme du papier. Ces frites étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Bizarrement, le client compliqué a adoré le plat. La recette des chips s'est vite répandue et en quelques décennies, on pouvait trouver des chips dans tous les supermarchés américains, passant d'un plat chaud d'accompagnement à un snack. La sauce Worcestershire n'a pas non plus été inventée volontairement. Deux chimistes anglais, John Wiley Lea et William Henry Perrins, ont tout simplement oublié quelques tonneaux dans le sous-sol de la pharmacie pendant quelques années. Le premier mélange qu'ils avaient fait était totalement immangeable, car il avait une saveur très forte. Mais un autre tonneau de ce mélange, oublié dans la cave, a fermenté. Lorsque les chimistes l'ont redécouvert, ils ont été curieux de l'essayer, et ils ont constaté que le goût s'était adouci. Ce condiment est maintenant utilisé pour intensifier le goût de plats qui n'en avaient pas à l'origine, comme par exemple le chili con carne. La sauce Worcestershire appartient à la 5e saveur, l'unami en japonais. Cela désigne un goût délicieux, les autres étant le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Le tofu, ou fromage de soja, a été inventé il y a des siècles. L'une des théories sur son origine est que le tofu a été créé par un prince chinois. Une autre histoire prétend qu'il a vu le jour à la suite du mélange de graines bouillies et moulues avec du sel de mer. Le sel n'était pas pur et contenait probablement du calcium et du magnésium. Ces ingrédients permettaient de cailler ce mélange de graines. Une autre légende raconte qu'un nigari, une sorte de sel marin, a été versé par accident dans du lait de soja, donnant naissance au tofu. Aujourd'hui, les médecins recommandent de ne pas consommer trop de Coca-Cola, mais bizarrement, il a été inventé par John Pemberton, qui avait un diplôme de médecine et était pharmacien. Le French Wine Coca de Pemberton a d'abord été utilisé comme remède contre les douleurs aiguës, les maux de tête et comme tonique pour les nerfs. En 1886, une loi de prohibition a été introduite et John a dû modifier sa recette pour en supprimer l'alcool. Cependant, une chose est restée inchangée, la noix de cola qui a donné à la boisson son goût si caractéristique. Certaines légendes disent que John a ajouté accidentellement de l'eau gazeuse à la nouvelle recette, mais en fait, il savait exactement ce qu'il faisait en la matière. Pemberton pensait que les bulles étaient une bonne alternative à l'alcool. La boisson de John est sans aucun doute le précurseur du coca, mais la boisson d'aujourd'hui diffère cependant de la recette originale de Pemberton. Le sandwich a aussi été inventé par accident. Dans les années 1700, John Montagu, le 4e comte de Sandwich, a demandé à son valet de lui faire un plat simple qu'il pourrait manger sans aucun couvert. Il a demandé au serviteur de mettre de la viande entre 2 pains. Lord Sandwich était particulièrement accro aux cartes, et ce plat lui permettait de manger sans devoir arrêter le jeu. Cela permettait aussi de ne pas mettre de graisse sur les cartes. Les gens ont commencé à demander de faire la même chose que Sandwich pour leur jeu, et bientôt, le plat a gardé ce nom. Le ketchup que nous mangeons aujourd'hui est une version tellement modifiée qu'elle n'a plus rien à voir avec la recette originale. Ses origines remontent au XVIIe siècle, lorsque les Chinois mélangeaient du poisson mariné avec des épices et utilisaient un mot qui ressemblait un peu à ketchup, ce qui signifiait saumure de poisson mariné. Les Anglais ont essayé cette sauce pour la première fois environ 100 ans plus tard. La version britannique comportait des champignons, des échalotes et même des noix. Plus tard, le mot ketchup a changé de sens et pouvait être utilisé pour toute sauce de couleur sombre. Le premier ketchup à la tomate contenait des anchois parmi ses ingrédients, ce qui laisse supposer qu'il était apparenté à la sauce de poisson chinoise. Les nachos ne sont pas un aliment mexicain ancestral. Ils ont été inventés il y a moins de 100 ans. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait inventé ce plat dans les années 1940. Ignacio était un chef cuisinier et un jour, une cliente fidèle lui a demandé s'il pouvait lui apporter à elle et à ses 3 amis quelque chose de différent pour grignoter. Il a vu à quel point les dames avaient faim et a décidé de leur préparer quelque chose de rapide.
Il a dû improviser en utilisant les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc pris des tortillas frites, a râpé des tonnes de fromage par-dessus et a chauffé le plat par le haut. Pour rendre sa création encore plus savoureuse, il a ajouté des piments jalapeños par-dessus. Sa cliente, absolument ravie, a demandé le nom de ce nouveau snack bizarre. Ignacio n'a pas réfléchi très longtemps et a dit « la spécialité de Nacho ». Les soufflés au fromage étaient des poubelles dans les années 1930. Edward Wilson a remarqué du maïs qui sortait de l'une des machines d'une usine qui produisait de la nourriture en flocons pour les animaux. Ces déchets lui ont semblé intéressants. Alors Edward a décidé de les rapporter chez lui pour essayer de les assaisonner. Il a remarqué aussi que le maïs soufflé durcissait quand il était exposé à l'air. L'expérience s'est avérée un franc succès et a donc été développée pour devenir un snack de renommée mondiale. Les nouilles instantanées n'ont pas été inventées par hasard, mais il y a eu plusieurs erreurs lors de leur invention. L'idée principale était de créer quelque chose avec une longue durée de conservation. Après plusieurs tentatives infructueuses, Momofuku Ando a inventé une méthode pour conserver les nouilles. Elles étaient traitées de différentes manières, comme par exemple cuites à la vapeur, déshydratées, frites dans l'huile chaude et assaisonnées. Ces nouilles instantanées étaient un produit de luxe à l'époque, car elles coûtaient bien plus cher que les nouilles fraîches auxquelles tout le monde était habitué. Le yaourt est un autre produit qui a été inventé sans le vouloir. Il est apparu pour la première fois en Asie centrale il y a des milliers d'années. Certains éleveurs conservaient sans le savoir le lait dans un endroit où il y avait énormément de bactéries. Le lait était fermenté, ce qui donnait une texture plus épaisse et un changement de goût. L'un des bergers n'avait pas peur de ce genre de plat et l'a goûté. Il n'a pas été malade, alors d'autres personnes ont commencé à en manger elles aussi. Aujourd'hui, la limonade rose a cette belle couleur grâce au jus de raisin et aux colorants ajoutés. Mais il y a deux légendes qui racontent comment elle a été inventée et toutes deux mettent en scène des personnes qui travaillaient dans un cirque. La première histoire prétend que Henry Allott, qui donc travaillait dans un cirque, a involontairement laissé tomber quelques bonbons rouges à la cannelle dans la limonade, ce qui lui a donné cette couleur rose. L'autre histoire est un peu dégoûtante. Elle prétend que Pete Conklin, employé de cirque, est un jour tombé à court d'eau pour sa limonade et a utilisé à la place l'eau de la baignoire dans laquelle l'une de ses collègues avait lavé ses bas rouges. La couleur de ceux-ci avait rendu l'eau rose. Pete a ajouté du sucre, des rondelles de citron et de l'acide. Il l'a appelée limonade aux fraises. Les clients l'ont beaucoup aimé et ses ventes ont doublé. Et oui, les gens avaient adoré. La tarte tatin, qui est une version caramélisée et renversée de la tarte aux pommes, a été fabriquée pour la première fois par erreur. Deux sœurs françaises, Stéphanie et Caroline Tatin, dirigeaient un hôtel dans les années 1800. Un jour, Stéphanie a voulu cuisiner une simple tarte aux pommes, mais elle a fait mijoter les pommes dans du beurre pendant trop longtemps. Pour dissimuler son erreur, elle a mis la croûte sur les pommes et a mis le tout au four. Lorsqu'elle a sorti la tarte, elle a remarqué qu'il y avait plusieurs endroits brûlés. C'était décidément une bien mauvaise journée pour cuisiner. Elle ne voulait pas que les invités les voient, alors elle a retourné sa tarte et l'a présentée comme une toute nouvelle recette. Étonnamment, les invités ont adoré la tarte, qui est vite devenue leur dessert préféré. Bon, je dois y aller, j'ai vraiment faim. Les mouches sont partout où nous allons, littéralement. On pense que les mouches sont originaires d'Asie, mais de nos jours, elles vivent dans tous les endroits où il y a des humains, à l'exception de l'Antarctique et peut-être de quelques îles perdues. Les mouches ont parcouru les océans en suivant les hommes, car elles ne vont jamais nulle part sans nous. Dans les régions sauvages et les déserts, où les humains sont absents, tu ne trouveras pas de mouches. Nous connaissons donc bien les mouches, mais nous avons tous cette question sans réponse à propos d'elles. Pourquoi se frottent-elles ainsi frénétiquement les pattes ? Il s'avère tout simplement qu'elles les nettoient. C'est aussi bête que ça. Une mouche a des poils sur tout le corps. Ces poils sur les pattes servent de détecteurs pour voler, trouver de la nourriture et faire tout ce que les mouches font. Elles doivent donc garder leurs pattes bien propres en toutes circonstances. Alors, elles les frottent dès qu'elles en ont l'occasion. Leurs pattes sont sensibles et elles servent à bien des choses. Apparemment, elles possèdent des récepteurs gustatifs, de sorte que les mouches peuvent sentir le goût des choses avec. Elles peuvent se poser sur leur repas potentiel et se promener autour, lui donnant un bon goût avant de le consommer. Les mouches ne peuvent pas mâcher, elles ont donc un régime entièrement liquide et boivent leur nourriture. Si l'aliment qu'elles ont choisi comme prochain repas est solide, elles ont un rituel spécial pour le rendre comestible. Une mouche régurgite des sucs digestifs sur sa future nourriture. Et ces sucs la réduisent en petits morceaux qui peuvent ensuite être bu.
De plus, le fait de recracher ces sucs libère de la place dans leur estomac pour de nouveaux aliments. Très souvent, les mouches se posent sur nos plats. Elles peuvent sembler inoffensives, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'elles déversent leur jus sur la nourriture, ce qui est déjà assez dégoûtant en soi. Mais ce n'est pas tout. Il faut garder à l'esprit que les mouches se posent absolument partout, et ce ne sont pas toujours sur des fleurs, mais aussi toutes sortes de choses bien dégoûtantes. Car les mouches aiment particulièrement ces trucs répugnants, comme la nourriture pourrie, les poubelles et même bien pire. Donc, leurs membres recueillent tous les microbes et les bactéries de ces endroits. Quand une mouche se pose sur ta nourriture, elle transfère ces matières immondes à ton repas. Certains des microbes qu'elle transporte peuvent même provoquer des maladies, comme le choléra et la typhoïde. Une expérience a été réalisée pour démontrer comment cela fonctionne. Il y avait 2 bols. L'un contenait une poudre rouge d'une sorte d'épice et l'autre du riz blanc. On laissait entrer les mouches qui migraient du bol d'épices au bol de riz et inversement. Très vite, le riz était couvert d'épices rouges. Maintenant, remplace l'épice inoffensive par quelque chose de plus dégoûtant et le riz par ton dîner. Tu as pigé. Donc, il faut toujours protéger sa nourriture pour s'assurer qu'une mouche ne se promène pas dessus, ne marche pas et ne crache pas partout. Si tu es en train de manger, assure-toi de les éloigner. Mais ne t'inquiète pas si une mouche agaçante parvient à s'asseoir sur ton sandwich pendant 1 seconde avant que tu ne la chasses. Pas besoin de jeter ton assiette. Si tu as agi rapidement, alors tu es en sécurité. De plus, les experts affirment qu'un humain moyen en bonne santé possède un système immunitaire suffisamment fort pour repousser les parasites. Même si les mouches sont répugnantes et agaçantes et qu'elles viennent nous chatouiller avec leurs pattes, elles servent aussi à bien des choses. Elles sont responsables de la pollinisation des fleurs. Elles en recueillent le nectar, qui se colle aux poils de leur corps, puis elles pollinisent la fleur suivante en se posant dessus. En outre, si les mouches n'existaient pas, notre planète serait encore plus sale. Les mouches recyclent une partie des déchets humains. Les mouches sont également un élément important de l'écosystème puisqu'elles servent de nourriture aux oiseaux, aux araignées, aux lézards, aux grenouilles et à bien d'autres espèces. Sans elles, ils disparaîtraient tous. Outre le fait que les mouches ont le super pouvoir de goûter avec leurs pattes, il existe d'autres faits intéressants à leur sujet. Elles peuvent marcher sur des surfaces horizontales et verticales et même à l'envers. Elles peuvent le faire parce que chacune de leurs pattes possède 2 coussinets munis de minuscules poils et que ces poils produisent une substance semblable à de la colle qui permet aux mouches d'avoir une excellente adhérence. Les mouches ont aussi des yeux très particuliers qui comportent un vaste complexe de 3000 à 6000 yeux moins complexes à l'intérieur de chacune des 2 orbites. Les yeux d'une mouche ne bougent pas, mais sa vision est de près de 360 degrés. Elles peuvent voir derrière leur dos. Ainsi, où que tu sois, une mouche te voit sans aucun doute, ainsi que tout autre danger, avec un ou plusieurs de ces milliers d'écrans. En plus des 2 yeux composés, les mouches ont également 3 yeux simples situés sur leur front, qui servent de boussole et permettent à une mouche de s'orienter. Elles ont également un temps de réaction étonnant. Tu t'es déjà demandé pourquoi il est si difficile d'écraser une mouche ? Eh bien, pour une mouche, nous sommes des gros paresseux. C'est parce qu'elle voit les choses au ralenti, comparé à nous. Les espèces ont des perceptions différentes de la vitesse. La vitesse à laquelle nous nous voyons est ainsi 2 fois plus rapide que celle d'une tortue, et elle sera 4 fois plus lente pour une mouche. Mets une vidéo à une vitesse de 0,25 fois et imagine que quelqu'un s'approche de toi à cette vitesse. Eh bien, c'est comme ça qu'une mouche nous perçoit. Donc oui, elle a suffisamment de temps pour s'échapper. Une mouche n'a qu'une seule paire d'ailes. Mais en plus de cette paire d'ailes, elle possède ce qu'on appelle des haltères, qui leur permettent de décoller rapidement. Il y a des millions d'années, les haltères leur servaient de 2e paire d'ailes. Aujourd'hui, ils aident au décollage et à l'équilibre dans l'air. Si une mouche perd l'un de ses haltères, elle se met à voler en rond. Et si les 2 viennent à manquer, elle ne pourra plus voler du tout. De plus, même si leurs ailes battent jusqu'à 1000 fois par minute, elles volent en fait très lentement, n'atteignant que la vitesse de 7 km/h. Si une mouche vit dans une zone urbaine avec suffisamment de gens et de déchets autour d'elle, elle ne s'éloigne pas beaucoup de son lieu de résidence, n'ayant qu'un territoire d'un peu plus d'1 kilomètre. Les mouches rurales sont beaucoup plus exploratrices et elles peuvent s'éloigner jusqu'à 11 km à la fois. Une mouche ne vit pas longtemps. Sa durée de vie est d'environ 30 jours.
Mais pendant cette période, elles pondent en moyenne 500 à 800 œufs. Mais il ne s'agit pas de 1000 en une seule fois, mais de plusieurs fois au cours de leur vie, avec 75 à 100 œufs en même temps. Les œufs éclosent en 24 heures et il faut une semaine au total pour qu'un œuf se transforme en mouche adulte, puis le cycle continue. Dans les climats plus froids, ce processus peut prendre 2 fois plus de temps. La mouche du bois est la plus grande espèce de mouche qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Elle peut atteindre jusqu'à 8 cm. Les mouches ont aussi des lits ou plutôt leur endroit préféré pour rester et dormir. Elles trouvent un endroit confortable, quelque part près de la source de nourriture, et elles viennent s'y reposer la nuit. Si ta maison a déjà été envahie par des mouches, voici quelques conseils pour réduire leur population à l'avenir. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qui les attire. Elles sont attirées par d'autres mouches, et même par l'odeur de leurs congénères qui vivent là. Et je peux te dire qu'elles ont un sens de l'odorat étonnant. Donc, si tu as recueilli ne serait-ce qu'une seule mouche, attends-toi à recevoir d'autres invités. Si tu as ne serait-ce que des traces de mouches, comme des taches sur les murs, elles te trouveront aussi. Assure-toi de laver tes murs et tes surfaces. Ensuite, les mouches aiment les ordures et les produits en décomposition. Elles pondent des œufs dans la nourriture et la viande pourrie. Alors, vérifie que tes aliments sont dans le réfrigérateur, couvre-les et garde les ordures dans des récipients hermétiques. Et bien sûr, sors les poubelles régulièrement. Les mouches ont la dent sucrée, ou plutôt la pâte sucrée, puisqu'elles goûtent avec leurs pattes. Et elles adorent le sirop et les autres liquides sucrés. Elles sont également friandes de soda et de vinaigre. Il faut donc les conserver et toujours s'essuyer si l'on renverse quelque chose. Enfin, elles aiment se cacher et vivre dans les canalisations sales et qui fuient. Elles y mangent les bactéries. Par conséquent, il faut toujours nettoyer les canalisations et réparer les fuites immédiatement. Il est également utile de colmater toutes les fissures du sol, du plafond et des murs, s'il y en a, car c'est l'un de leurs moyens d'entrer dans la maison. Est-ce que tu peux manger ça ? On voit parfois des taches étranges sur nos pommes de terre et on se demande si on ne ferait pas mieux de les jeter. Voici 10 conseils sur les aliments pour savoir quand les manger et quand les jeter. Savais-tu que chaque année, 54 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées rien qu'aux États-Unis ? Pour remettre les choses en perspective, ce chiffre signifie que près de 40% de toute la nourriture est gaspillée. Les gens en jettent s'ils n'ont pas confiance dans les ingrédients. Ils sont prudents et c'est tout à fait normal. Mais il y a des cas où même si les aliments ont un aspect bizarre, il est tout à fait sans danger de les consommer. Le premier élément de notre liste est le bœuf. Lorsqu'il s'agit de viande, les gens sont naturellement très prudents. Imagine que tu achètes de la viande de bœuf. Plus tard, tu te rends compte qu'elle présente des taches brunes. Si tu as le réflexe de t'en débarrasser immédiatement, sache que ces taches sont normales. Il peut même y avoir des couches brunes à l'intérieur de la viande. Et pourtant, la couleur rouge vif est synonyme de viande fraîche, n'est-ce pas ? Pas nécessairement. Lorsque la viande est coupée pour la première fois, elle est marron. Si la viande est rapidement emballée sous vide, elle gardera cette teinte. Mais si la viande est exposée à l'air pendant une quinzaine de minutes, alors l'oxygène provoquera un changement d'aspect vers le rouge. Ce rouge peut devenir marron lorsque la réaction biochimique commence. Cela peut prendre quelques heures. Les bouchers broient la viande plusieurs fois par jour pour obtenir cette couleur rouge vif. Car ils savent que les consommateurs se méfient du bœuf à l'aspect marron. Si le bœuf est emballé dans un plastique perméable à l'oxygène, il devient rouge vif après avoir été exposé à l'oxygène. Tant que la viande sent bon, qu'elle est fraîche et qu'elle a été conservée correctement, elle peut être consommée en toute sécurité. As-tu déjà vu des lignes sombres sous la carapace d'une crevette ? C'est la même chose que pour le bœuf. Les lignes noires sur la chair de tes crevettes sont liées à un phénomène naturel. Elles apparaissent progressivement après que les crevettes ont été sorties de l'eau. La chair est exposée à l'oxygène et le noir devient plus visible avec le temps. Ici aussi, le motif de l'animal lui-même peut entrer en ligne de compte. Ces lignes noires peuvent être une décoloration naturelle sur la crevette. Pense aux chats, ils ont aussi des motifs de couleurs différents, même s'ils sont identiques en termes d'espèces. La prochaine fois, tu pourras réaliser une mini-expérience dans ta cuisine. Mets quelques crevettes côte à côte et observe les légères différences dans leurs motifs de couleur. Les crevettes dégagent une mauvaise odeur lorsqu'elles ne sont plus comestibles. Donc, si elles ont encore une odeur et un goût frais, ne les jette pas. Peux-tu manger du yaourt moisi ?
Cette substance verte à la surface n'a pas du tout l'air appétissante, mais si tu l'enlèves à la cuillère, tu auras l'impression d'avoir un yaourt tout frais en dessous. Pourtant, la réponse courte est qu'il faut le jeter. La moisissure n'est visible que sur le dessus, mais elle s'est probablement installée en profondeur. Sans parler du fait que le yaourt aura mauvais goût. De nombreuses moisissures sont inoffensives, mais certaines produisent des substances toxiques. La moisissure verte est un type de pénicillium. Ce mot te semble-t-il familier? C'est le même type de moisissure que celui utilisé dans l'antibiotique appelé pénicilline. Mais ne te réjouis pas trop vite. Manger un yaourt moisi ne te guérira pas des infections bactériennes comme par magie. En 2013, il y a eu une épidémie liée à une gamme de yaourts. Le fabricant a livré ses produits au magasin comme d'habitude, mais au bout d'un certain temps, ces derniers ont reçu des plaintes de clients, disant que le yaourt ressemblait à une soupe au yaourt et avait un goût de vieux. Il s'avère qu'un type de champignon a probablement libéré un peu de dioxyde de carbone. Cela rendait le produit pétillant et provoquait des ballonnements. Le fabricant et un scientifique ont tous deux déclaré que ce champignon en question n'était généralement pas nocif. Pourtant, plus de 200 personnes ont déclaré en avoir été affectées. Ce genre de choses peut encore arriver, donc fais confiance à ton sens de l'observation. Si tu as la malchance de voir de la moisissure dans un yaourt fraîchement ouvert, contacte le fabricant. Tu éviteras peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation en informant l'entreprise d'un problème systémique et en évitant que le produit ne soit gaspillé à l'avenir. De plus, l'entreprise voudra probablement s'excuser et te rembourser ou t'offrir un crédit sur ses produits. Pourquoi les avocats ont-ils parfois des points noirs à l'intérieur? Techniquement, le fruit reste comestible, mais tu n'as peut-être pas envie de le manger. Les avocats sont une source de nombreuses vitamines, comme les vitamines C, E, K et B6, ainsi que de substances saines comme le magnésium, le potassium et bien d'autres encore. Or, l'avocat travaille dur pour devenir une telle source de nutriments. Et il a ses propres canaux de transport, comme des veines. Ces canaux sont normalement invisibles pour nous, jusqu'à ce que quelque chose sorte de l'ordinaire. L'avocat peut parfois être conservé à des températures froides pendant plus longtemps qu'il ne le devrait. Par conséquent, les cellules des tissus peuvent être affaiblies et commencer à se détériorer. Selon les experts, après la récolte du fruit, s'il reste au réfrigérateur pendant quelques semaines avant que tu ne l'achètes, un brunissement vasculaire peut se produire. Ce phénomène devient visible après avoir conservé l'avocat à température ambiante pendant quelques jours. Mais alors, faut-il le manger ou le jeter ? Tu peux manger les avocats marqués de points noirs, mais il vaut mieux d'abord les goûter. Il se peut qu'ils n'aient pas le même goût qu'un avocat normal. Qu'en est-il de la partie blanche sous la pelure des pommes de terre? Peut-on les manger ou faut-il les jeter? Elles ressemblent à des bleus, mais elles ne sont pas noires. Si la couche extérieure de la pomme de terre semble normale, ces marques blanches d'apparence bizarre ne sont pas de la moisissure. Les pommes de terre moisies se détériorent, elles deviennent molles et ridées. Tant que l'extérieur de la pomme de terre semble propre et régulier, il n'y a probablement pas de croissance microbienne nocive à l'intérieur. Ces marques blanches peuvent être dues à des chocs, probablement pendant la période de récolte. Bref, tu peux la manger sans danger. Il peut aussi y avoir des traces blanches sur la planche à découper quand tu coupes les pommes de terre. Selon les experts, certaines pommes de terre contiennent plus d'eau et d'amidon. Par conséquent, ta planche à découper devient un peu plus sale que d'habitude, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus. Continuons avec une autre forme de pommes de terre, les chips. Quelles sont ces taches noires sur les chips? Peut-on les manger ou faut-il les jeter? Tu peux les considérer comme des imperfections mineures qui n'affectent pas la qualité des chips. Encore une fois, elles apparaissent à cause des chocs qu'elles subissent ou à cause du processus de friture. Parfois, tu peux constater que ton ail semble essayer de se reproduire. Oui, il a germé. La question est de savoir si tu peux manger les gousses germées ou si tu dois les jeter. Si le germe vert se trouve au centre de la gousse, c'est bon. Sache que le goût de l'ail sera plus fort qu'il ne l'est habituellement. Mais il sera tout de même acceptable dans un plat cuisiné puisqu'il sera mélangé avec d'autres ingrédients. Le goût ne devrait pas être trop fort. Peut-on manger une pomme avec des vers ? La plupart des gens ne supportent même pas l'idée de croquer accidentellement dans une pomme véreuse, mais c'est une question de culture. La réponse est oui, on peut la manger. Après tout, les vers ne font qu'ajouter un peu de protéines aux fruits, n'est-ce pas ? Ces animaux ne sont pas porteurs de parasites nocifs, ils se frayent simplement un chemin dans la pomme. Le point d'entrée du fruit peut avoir un goût désagréable, car il est devenu pourri avec le temps. Mais outre le goût, la partie pourrie peut être croquée sans danger.
Ce qui n'est pas sans danger, en revanche, c'est de manger les pommes tombées au sol. Celles-ci ont probablement traîné sur le sol pendant un certain temps et cela peut être suffisant pour que les bactéries nocives du sol se soient faufilées dans la pomme. Dans certains cas, des personnes ont eu des problèmes de santé en buvant du jus de pomme non pasteurisé fabriqué à partir de pommes tombées au sol. Beaucoup de gens ont tendance à stocker différents types d'aliments dans le réfrigérateur au cas où. Cela semble être la décision la plus intelligente pour prolonger la durée de vie d'un produit. Mais ce n'est pas si simple. Pour certains aliments, le réfrigérateur peut être néfaste. Par exemple, les sauces. Si l'emballage ne dit pas le contraire, il est préférable de les conserver hors du réfrigérateur. Tu peux les mettre dans un placard loin de ton four pour les protéger des changements de température. Le pire ennemi des grains de café est l'humidité. L'huile spéciale contenue dans les grains de café est responsable de l'odeur agréable et chaleureuse du café. Lorsque tu mets ton café au réfrigérateur, la condensation modifie toute sa structure cellulaire et fait disparaître toute magie. Mais si ton objectif est de te passer de la caféine, c'est peut-être une bonne idée de le conserver au froid. La rumeur dit que le miel est un aliment qui ne se périme pas. Oui, tu peux le conserver presque éternellement, mais assure-toi de le faire correctement. Conserve ton miel dans un endroit froid et sombre, mais ne le mets pas dans ton réfrigérateur. Sinon, il risque de se cristalliser et de perdre certaines de ses principales propriétés bénéfiques. Mettre des tomates au réfrigérateur semble plutôt inoffensif, mais en fait, ce n'est pas la meilleure idée. Cela fera perdre aux tomates leur délicieuse saveur, car l'air froid ralentit le processus naturel de mûrissement. Ainsi, les fines membranes à l'intérieur des tomates deviennent moins juteuses. Et tu ne veux pas que ta salade soit pleine d'eau et sans goût, n'est-ce pas? La meilleure façon de conserver les tomates est de les placer dans une boîte ou un panier bien ventilé à température ambiante. Si tu veux éviter que les bananes coupées noircissent, utilise du jus d'agrumes. Il suffit d'arroser les bananes coupées de jus d'orange ou de citron. Malheureusement, cette astuce ne fonctionne que pendant quelques heures. La meilleure façon de conserver ton chocolat est dans ton estomac. Je plaisante. Ne le mets pas au réfrigérateur et range-le dans un endroit frais et sombre. De cette façon, non seulement tu protèges ton dessert de tes colocataires trop gourmands, mais tu gardes aussi son bel aspect. Ce n'est pas une bonne idée de le mettre au réfrigérateur, car la différence de température va créer de l'eau condensée à la surface de la tablette de chocolat. Et en la gardant en dehors du réfrigérateur, c'est plus sûr pour tes dents. Le chocolat a tendance à durcir à basse température, ce qui rend chaque bouchée plus difficile. Ne garde pas ton houmous à température ambiante. Peu importe qu'il soit fait maison ou pasteurisé, dans les deux cas, il n'est pas garanti sans danger. Si le houmous est traditionnel et ne contient pas de conservateur, sa durée de vie est d'1 semaine au maximum. Quant au houmous de supermarché qui n'a pas été ouvert, tu peux le conserver dans ton réfrigérateur pendant environ 3 mois, et pendant 1 semaine, une fois que tu l'as ouvert. Disons que tu viens de préparer des biscuits parfaits. Il est temps de les mettre dans un bocal ou un récipient. Malheureusement, les biscuits finiront par perdre cette délicieuse texture de sortie du four et deviendront de plus en plus durs au fil des jours. Mais si tu ajoutes une tranche de pain dans ce même récipient, les biscuits garderont leur texture moelleuse beaucoup plus longtemps. En effet, les biscuits absorbent l'humidité du pain. Les gens emballent généralement le fromage dans des boîtes en plastique, mais cette solution est loin d'être parfaite. L'emballage plastique attire trop d'humidité, ce qui crée un écosystème propice à la croissance et à la prospérité des moisissures. Si tu veux protéger ton fromage de ce scénario catastrophe, saupoudre-le de vinaigre. Mais quelques gouttes, pas plus. Sinon, cela gâchera le goût original de ton fromage. Après cette étape, emballe bien ton fromage dans du papier ciré et mets-le au réfrigérateur. Il n'y a pas de règle particulière concernant les œufs. On peut les conserver sans danger à l'intérieur comme à l'extérieur du réfrigérateur, tant que leur date de péremption est respectée. Il est important de s'assurer que la température est stable et constante. Si tu choisis de mettre les œufs dans le réfrigérateur, ne les place pas sur l'étagère latérale. Pour les protéger des fluctuations de température, range-les bien au fond du réfrigérateur. De même, les experts ne recommandent pas de sortir les œufs de leur emballage. Ces récipients sont en fait destinés à prolonger la durée de vie des œufs. Oui, la température n'est pas la même partout dans ton frigo. Les étagères situées sur la porte sont la zone la plus chaude, par exemple. Et plus l'étagère est proche du congélateur, plus la température est basse. Donc si tu veux créer une distribution parfaite des aliments dans ton réfrigérateur, ne néglige pas les recommandations spécifiques de stockage qui sont mentionnées sur certains emballages. Si tu gardes ton pain dans l'emballage du supermarché, prépare-toi à voir apparaître des moisissures au bout de quelques jours.
il est préférable de le conserver dans une boîte bien fermée avec un peu de sel. Cette astuce le protégera de la moisissure. Évite aussi de conserver le pain dans le réfrigérateur, car l'air froid le fera rassir très rapidement. En revanche, si tu dois conserver du pain pendant une longue période, tu peux le mettre au congélateur. De cette façon, il restera frais jusqu'à 6 mois. Si tu veux éviter que les concombres en tranches sèchent, mets-les dans un récipient hermétique et verse de l'eau fraîche dedans. Ne les garde pas au réfrigérateur pendant plus d'une semaine. Quant aux concombres entiers, n'oublie pas qu'ils pourrissent beaucoup plus vite à l'air froid qu'à température ambiante. Si tu veux les garder frais le plus longtemps possible, stocke-les en dehors du réfrigérateur. L'avocat est un fruit délicat avec des règles de conservation compliquées. Si ton avocat est dur et pas encore tout à fait mûr, garde-le loin du réfrigérateur, car l'air froid ralentira le processus de maturation. Les bananes émettent des niveaux élevés d'éthylène qui aident les avocats à mûrir plus rapidement. Donc, si tu veux accélérer le processus, mets-le dans un sac avec une ou plusieurs bananes. En même temps, si ton avocat est mou et mûr, conserve-le au réfrigérateur pour l'empêcher de pourrir. Certaines personnes préfèrent envelopper l'avocat coupé dans un film plastique avec une tranche d'oignon. Cette astuce permet aux fruits de rester frais plus longtemps. Une autre méthode consiste à le recouvrir d'huile d'olive. N'oublie pas que l'avocat coupé ne peut être conservé au réfrigérateur plus de 3 jours. Conserve tes oignons et ton ail loin du réfrigérateur. Les basses températures provoquent des moisissures beaucoup plus rapidement. Si tu veux les garder frais pendant longtemps, conserve-les dans un endroit frais et sec. Par exemple, dans le placard de la cuisine. Et si tu n'as rien contre le fait de donner un air de maison de campagne dans ta cuisine, attache les oignons les uns aux autres et garde-les suspendus. Évite aussi de conserver les oranges et autres agrumes dans le réfrigérateur. Malheureusement, les basses températures rendent ces fruits moins savoureux et moins bons pour la santé. Tu peux les conserver dans une corbeille à fruits sur une étagère ou sur la table de la cuisine. Ne t'inquiète pas, cela ne va pas accélérer leur décomposition. Tout comme de nombreux autres légumes, les aubergines n'aiment pas les basses températures. Au réfrigérateur, elles deviennent molles et perdent leur qualité beaucoup plus rapidement. Conserve ces légumes à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et à température ambiante. Si tu as coupé une pomme en tranches, mais que tu ne veux pas la manger tout de suite, voici une astuce. Mets un élastique autour des tranches pour les maintenir ensemble. Cela empêchera la pomme de brunir. Ce fruit restera frais et croquant pendant 1 mois entier s'il est conservé au réfrigérateur dans un sac résistant à l'humidité. Il est conseillé d'éviter de laver les pommes avant de les stocker, car cela pourrait les abîmer. Ne mets jamais d'huile d'olive dans ton réfrigérateur. Si tu as déjà fait cette erreur, tu as probablement remarqué ces étranges morceaux blancs à l'intérieur de l'huile. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toxique. En fait, les basses températures dans le réfrigérateur provoquent une condensation d'eau qui ressemble à des impuretés assez désagréables. Il est préférable de conserver ton huile d'olive à température ambiante et loin de la lumière directe du soleil. Les pastèques et autres melons conservés à température ambiante contiennent davantage de nutriments bénéfiques et d'antioxydants que ceux conservés au réfrigérateur. Mais une fois que tu as coupé ta pastèque, il est préférable de la conserver au réfrigérateur. Utilise un film plastique pour couvrir hermétiquement le côté coupé et remplace-le chaque fois que tu coupes ta pastèque. Tu peux aussi couper ton melon ou ta pastèque en plus petites tranches et les conserver dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant 1 semaine au maximum. Congeler le gingembre te permettra de le garder frais pendant 2 à 9 mois et de conserver sa qualité. Tu peux aussi le râper à l'avance pour pouvoir en prendre une cuillerée à la fois. Cela te permettra de gagner du temps, surtout les jours de gros travail où tu as besoin de préparer quelque chose rapidement. Tu regardes ton émission de cuisine préférée quand soudain, le chef vedette ajoute une pincée de sel à une confiture censée entrer dans la composition d'un dessert. Tu attrapes ton téléphone pour te plaindre, mais le chef s'explique. Il s'avère que l'ajout de sel aux fruits est une pratique courante dans les différentes cuisines de par le monde. Au Mexique, on aime relever la mangue et les agrumes avec du sel et de la poudre de piment. Aux Philippines, la mangue est aromatisée à la crevette et dans le sud des États-Unis, on consomme parfois la pastèque salée. Quel est l'intérêt ? Imaginons que tu manges une mangue crue saupoudrée de sel. Dès la première bouchée, tu remarques la saveur salée et le goût sucré et fruité est alors légèrement retardé. La mangue est toujours aussi délicieuse et juteuse qu'auparavant. C'est probablement parce que le sel affecte le récepteur du goût sucré et qu'une véritable magie s'opère alors au niveau moléculaire. Une étude a même révélé que nos cellules gustatives contenaient plus de récepteurs de sucre que ceux que les scientifiques pensaient jusqu'alors. Un de ces récepteurs a pour fonction de diriger le sucre
vers les cellules liées au goût sucré lorsqu'il entre en contact avec le sel. Tu peux essayer de saler n'importe quel fruit, mais l'effet sera toujours différent. Le sel peut rendre les fruits les plus sucrés, tels que les cerises et les fraises, encore plus sucrés, et équilibrer la saveur du pamplemousse, de l'ananas et de la pastèque. Il suffit de prendre un fruit mûr, de le couper en tranches de la manière habituelle et d'en saupoudrer les morceaux de sel. Le sel de mer à gros grains peut apporter un goût plus intense encore, en plus de remplir une fonction esthétique. Après 10 minutes, ton dessert gastronomique sera prêt. Bon, mettons que tu doives hacher un tas de laitue iceberg, mais que le cœur coriace au milieu ne veuille pas partir. Il suffit de tenir cette tête de laitue à deux mains, le cœur orienté vers le bas, et de la frapper contre une planche à découper ou toute autre surface solide. Mais pas la tête de ton petit frère. Tu devrais maintenant être en mesure de retirer le cœur du fond et de couper le reste de la laitue sans problème. La prochaine fois que tu sortiras le beurre du réfrigérateur et que tu auras du mal à l'étaler parce qu'il est dur comme de la pierre, prends une râpe. Avec son aide, tu pourras facilement détacher de petits morceaux de beurre qui fondront instantanément sur ta tranche de pain bien chaude. Tu pourras également les étaler beaucoup plus facilement sur du pain froid, sans avoir à mettre ton sandwich au micro-ondes ou attendre une éternité que le beurre se ramollisse. Les boulangers professionnels sont adeptes de cette astuce et l'utilisent depuis longtemps. Lorsque tu fais frire quelque chose, tu chauffes d'abord la poêle, puis tu y déposes l'aliment. Cette logique ne fonctionne pas si tu veux que ton bacon soit croustillant. Sur une poêle chaude, la viande cuira avant que la graisse n'ait le temps de fondre. Ton bacon s'en trouvera trop gras et caoutchouteux. Il faut donc en poser les tranches sur une poêle froide et les faire cuire à feu moyen doux. La graisse se détachera de la viande et le résultat final sera aussi croustillant que délicieux. As-tu déjà essayé de faire bouillir des pâtes dans une poêle à frire? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais cela peut t'aider à économiser beaucoup de temps, d'eau et d'énergie. Au lieu de remplir une énorme casserole d'eau et d'attendre qu'elle bout, mets tes pâtes dans une poêle à frire. Couvre-les d'eau froide et ajoute-y un peu de sel. Tes pâtes cuiront le temps que l'eau atteigne son point d'ébullition. Elles seront donc prêtes beaucoup plus rapidement que d'habitude. L'eau qui reste dans la poêle constitue une excellente base pour une sauce car elle est remplie d'amidon. Mélange-la avec du pesto, de la sauce tomate et du beurre à l'ail. On dirait que tes pâtes sortent tout droit d'un restaurant gastronomique. Le secret pour obtenir une purée de pommes de terre exquise et onctueuse est de sécher tes patates avant de les écraser. Après les avoir faites bouillir, tu peux soit les mettre dans une casserole et les laisser sur le gaz à feu doux, soit les conserver sur une plaque de cuisson dans un four à basse température. Ajoute ensuite du beurre fondu qui enrobera l'amidon des pommes de terre, puis verse lentement le lait. Ta purée de pommes de terre aura alors une texture parfaite ainsi que la meilleure saveur possible. Si tu en as assez de pleurer sur tes oignons en tâchant de les émincer, voici une astuce à essayer absolument. Épluche les oignons, coupe-les en deux et laisse-les au réfrigérateur dans un bol d'eau glacée pendant une demi-heure avant de commencer à cuisiner. La cause de tes larmes est le soufre que les oignons puisent dans le sol pendant leur croissance. Lorsque tu endommages ces cellules, les acides entrent en contact avec les enzymes qui déclenchent toute une série de réactions et libèrent une substance chimique qui te fait larmoyer. La congélation de l'oignon peut affaiblir cette substance chimique. Pour réduire encore davantage ce désagrément, n'utilise qu'un couteau bien aiguisé pour trancher tes oignons. Tu endommageras ainsi moins les cellules de l'oignon. Il est beaucoup plus facile d'éplucher un avocat si tu prends la peine de le congeler au préalable. Mets-le au réfrigérateur tel quel. Attends un peu, ressors-le et passe-le sous l'eau tiède. Tu pourras alors en retirer facilement la peau après avoir pratiqué quelques incisions au travers. La meilleure façon de garder tes herbes fraîches et savoureuses est de les conserver comme des fleurs. Si tu n'as pas de vase de la bonne taille, prends un bocal à confiture ou un verre à moutarde et remplis-le d'1 ou 2 cm d'eau. Place ensuite les herbes à l'intérieur comme tu le ferais pour tes roses. Pour le persil et la coriandre, couvre le pot d'un sac en plastique et conserve le bouquet au réfrigérateur. Le basilic apprécie la lumière du soleil, il est donc préférable de le laisser à découvert sur ton plan de travail. Si tu as préparé trop de sauce ou si tu as des restes dans une boîte de conserve qui ne semble pas suffire à un autre repas, tu n'es pas obligé de jeter tout ça à la poubelle. Verse la sauce dans un bac à glaçons et conserve-la au congélateur. Si tu as besoin d'agrémenter un repas, tu peux toujours y ajouter quelques cubes de sauce. En outre, celle-ci se conservera plus longtemps de cette manière qu'en restant simplement au réfrigérateur. Tes boulettes de viande ont toujours la même forme et la même taille, alors tu peux éventuellement te passer de cette astuce. Mais si tu es plutôt comme moi, utilise une cuillère à glace pour obtenir la bonne quantité de ton mélange de viande hachée. Les boules auront la forme idéale et tes doigts ne resteront pas tout poisseux.
La façon la plus simple et probablement la plus élégante de découper une mangue est de la transformer en hérisson. Lave ta mangue à l'eau courante. Assure-toi de ne pas la presser pendant cette opération. Pose-la ensuite sur une planche à découper et coupe-la en 3 morceaux, du haut vers le bas. Laisse le noyau plat dans la partie du milieu, il n'y a pas grand-chose à en faire de toute façon. Ta mangue aura maintenant 2 joues bien dodues. Je veux dire par là ces parties les plus charnues. Ensuite, pratique des incisions en long et en large dans les joues de ta mangue. Laisse une distance égale entre chaque incision et ne coupe pas jusqu'au bout de la peau. Appuie ensuite sur l'arrière de la mangue jusqu'à ce que toute la chair ressorte. Ça commence à ressembler à quelque chose. Eh oui, un hérisson, d'où le nom de cette technique de découpage. L'étape finale consiste à trancher les cubes de mangue au-dessus d'un bol, puis à déguster. Voilà qui pourrait bien devenir ton nouveau petit déjeuner préféré. Tu peux faire cuire une omelette dans un mug. Prends un grand mug allant au micro-ondes et enduis l'intérieur d'huile d'olive ou vaporise-le d'un spray de cuisson. Ajoute 2 œufs et une cuillère à soupe de lait et mélange-les à l'aide d'une fourchette. Ajoute ensuite du sel et du poivre, ainsi que le fromage, les légumes et les herbes de ton choix. Mets le tout au micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes. Retire ton omelette, remue-la avec une fourchette, puis remets-la dans le four à micro-ondes pendant 30 secondes supplémentaires. Et voilà, le petit déjeuner est servi. Veille à utiliser une autre tasse pour boire, sinon tu auras des œufs dans ton café et personne n'a de recette pour rattraper ça. Chacun a ses rituels matinaux pour bien commencer la journée après une nuit de sommeil. En plus des étirements et de la douche chaude, le premier aliment que tu mets dans ton ventre affamé peut définir le reste de ta journée. C'est pourquoi il est bon de savoir quels aliments ne sont tout simplement pas faits pour être mangés à jeun. Commençons par les bananes. Ce fruit est un excellent choix pour un petit déjeuner sain, n'est-ce pas? Faux. Aussi saine et pleine d'énergie soit-elle, la banane crue peut semer le chaos dans ton estomac si tu la manges au mauvais moment. Ce fruit est riche en magnésium, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs. De plus, dans certains cas, il peut aussi provoquer des fluctuations de la pression artérielle. Si tu ne peux pas te passer de ta banane matinale, mélange-la au moins avec des flocons d'avoine. Cela crée une doublure dans l'estomac qui empêche l'irritation causée par l'acide chlorhydrique produit naturellement. Les bananes se marient toutefois bien avec d'autres aliments sains comme le porridge, le beurre de cacahuète, les fruits secs et les noix. Qu'y a-t-il de meilleur qu'un croissant chaud et croustillant pour le petit déjeuner? Certes, c'est un régal, mais les gâteaux, pâtisseries, pizzas et autres produits panifiés contiennent généralement de la levure qui peut nuire à la muqueuse de l'estomac si elle est consommée à jeun. De plus, les produits panifiés peuvent provoquer des flatulences. Ce n'est donc pas le type d'aliment qu'il convient de manger en premier le matin. Mais tu peux remplacer les produits panifiés ordinaires à la levure blanche par du pain complet au levain. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs choix alimentaires juste après le réveil. Ce type de pain est riche en glucides, important pour une alimentation équilibrée et pour garder tes bactéries intestinales heureuses. Un verre de jus de fruits frais est à la fois alléchant et photogénique lorsqu'il est posé sur un plateau de petit déjeuner complet. Mais malheureusement, les choses ne seront pas aussi glamour à l'intérieur de ton estomac. Les smoothies et jus de fruits sont trop riches en fructose, ce qui peut surcharger ton pancréas et ton foie encore endormis. Bien qu'ils soient excellents à tout moment de la journée, il vaut mieux consommer les agrumes après avoir mangé autre chose. Sinon, ils peuvent causer de grands dommages à l'organisme. La teneur élevée en fructose et en fibres peut rendre ton métabolisme plus lent pendant la journée. Et les experts recommandent de ne pas manger plus de 2 oranges par jour pour éviter les dérangements intestinaux. Si tu ne peux pas imaginer ta matinée sans fruits, opte pour la papaye ou la pastèque. Ils peuvent t'aider à évacuer les toxines de ton corps et te faire sentir plus léger pendant la journée. Les salades fraîches sont excellentes dans la plupart des cas, mais les experts déconseillent de manger des légumes crus à jeun. Après un jeûne de longue durée, ton ventre peut avoir du mal à digérer les fibres épaisses. Alors si tu ne veux pas ressentir de douleur et d'inconfort, garde ta salade pour plus tard. Parlons maintenant de la mode de boire de l'eau chaude le matin. Tu as probablement vu un grand nombre de ces variations. Les blogueurs suggèrent de mélanger l'eau chaude avec toutes sortes de choses, du jus de citron aux graines de chia, en passant par le bicarbonate de soude. Bien sûr, chacune de ces potions magiques nécessite des recherches distinctes et une approbation scientifique. Mais la plupart des experts s'accordent à dire qu'un verre d'eau tiède pure le matin est un excellent moyen d'entamer ton transit intestinal et de le préparer pour la journée. En revanche, il est déconseillé de boire des boissons froides si ton estomac est vide, car elles peuvent endommager la muqueuse.
Cela peut rendre ton système digestif plus lent, voire dans certains cas, provoquer une gêne et des maux d'estomac. Concernant le café du matin, la règle est simple. Si tu veux rester en bonne santé, ne bois jamais de café à jeun. Lorsque tu le fais, cela stimule la sécrétion d'acide chlorhydrique nocif pour ton système digestif. Cela peut non seulement provoquer une gastrite de temps en temps, mais aussi développer de nombreux problèmes de santé à long terme. De plus, le café augmente le niveau de cortisol, l'hormone qui contrôle notre horloge biologique. Cela se produit très rapidement et le corps doit faire un effort supplémentaire pour rééquilibrer les choses et revenir à un état normal. C'est pourquoi les experts recommandent de boire du café 1 heure après le réveil. Il vaut mieux aussi manger quelque chose avant, même une toute petite tranche de pain fera l'affaire. Si tu aimes manger du yaourt avec du granola ou tout autre produit laitier fermenté au petit déjeuner, assure-toi de manger quelque chose d'autre avant. Idéalement, il faut attendre environ 1 heure. Sinon, les produits laitiers peuvent endommager les bonnes bactéries de ton estomac et provoquer l'effet inverse de celui pour lequel ils sont faits. Mais cette recommandation ne s'applique pas au fromage. Si tu veux épargner ton système digestif, opte pour la feta ou le fromage blanc. Ces graisses saines sont tout simplement parfaites pour le matin. Le fromage de chèvre est aussi une bonne idée. Il est plus doux et plus acidulé que la plupart des fromages de vache. Et il a aussi tendance à être légèrement plus riche en graisse et en minéraux et moins riche en lactose. De nombreuses personnes mangent du chocolat ou des barres protéinées au petit déjeuner. En réalité, le sucre transformé est le champion des pires choix pour le petit déjeuner. Tout aliment ou boisson riche en sucre doit être évité juste après le réveil le matin. Mais cela ne veut pas dire que tu dois bannir complètement le chocolat. Il peut t'aider à chasser la morosité matinale et améliorer ton humeur pendant la journée. Le chocolat peut favoriser les sentiments positifs car il stimule la production d'hormones responsables de notre bonne humeur. C'est pourquoi une quantité raisonnable de chocolat de bonne qualité après le petit déjeuner peut être bénéfique pour ton bien-être. N'oublie pas que le chocolat noir contient plus de caféine, tandis que le chocolat blanc n'en contient pas. Donc, si tu veux rester alerte, opte pour du chocolat noir à 70%. Non seulement il t'aide à rester éveillé, mais il renferme aussi des nutriments utiles comme le calcium, le cuivre, le potassium, les antioxydants et le magnésium. Le chili au piment a beau être délicieux, ce n'est pas le meilleur choix pour le petit déjeuner. Lorsque tu manges des aliments épicés à jeun, cela irrite la paroi vulnérable de ton estomac. Donc, si tu ne veux pas risquer de souffrir de maux de ventre tout au long de la journée, il est préférable de garder le chili pour le dîner. Après cette longue liste, tu te dis peut-être que tous les aliments sont mauvais à jeun, mais ce n'est pas le cas. Il existe de nombreuses options de petit déjeuner sûres et saines qui t'aideront à améliorer le fonctionnement de ton corps. Commençons par les noix. Ces petites réserves d'énergie sont riches en vitamines, minéraux, protéines et bons acides gras oméga 3. Les manger en premier le matin peut être très nutritif. Ils te donneront de l'énergie pendant la journée et t'aideront à lutter contre les mauvaises habitudes de suralimentation. De plus, la consommation de noix peut t'aider à maintenir l'équilibre du pH dans l'estomac. Mais bien sûr, la modération est cruciale car les noix sont très grasses. Les experts conseillent de n'en manger qu'une poignée par jour, ce qui correspond à environ 2 cuillères à soupe. Certains recommandent de faire tremper les noix dans l'eau toute la nuit pour qu'elles soient encore plus bénéfiques et faciles à digérer. La même technique fonctionne pour les dattes, les raisins secs et autres fruits secs et baies. Si tu te préoccupes à la fois de ton poids et de ta santé, les œufs sont le choix idéal pour le petit déjeuner. Ils peuvent te donner une sensation de satiété sans lourdeur, ce qui aide à contrôler l'appétit pendant la journée. De plus, ils sont riches en protéines et pauvres en calories. 2 cuillères à soupe de germes de blé avant le petit déjeuner t'apporteront un tas de vitamines et d'acide folique. Ce super aliment contient des fibres alimentaires qui aident ton système digestif à bien fonctionner. On dit aussi qu'il a certaines propriétés anti-âge. Voici un autre super aliment bien connu qui peut te garantir à la fois bonne humeur et digestion facile. Les graines de chia. Elles sont encore plus bénéfiques lorsqu'elles sont consommées à jeun. À toi de décider si tu les consommes seules ou avec de l'eau. Lorsque tu consommes du miel au réveil, il peut donner un coup de boost à ton intestin endormi. De plus, le miel peut stimuler la production de sérotonine pour t'aider à te sentir bien pendant la journée. Mais d'abord, assure-toi que tu n'y es pas allergique. Une boisson aussi noire que l'encre, efficace contre de nombreux problèmes de santé. Elle est composée d'eau et du fruit d'un arbuste appelé bounou.
Tu as dû deviner qu'il s'agit de la description du café. C'est ainsi qu'un médecin allemand qui a voyagé pendant 10 ans au Proche-Orient au XVIe siècle a d'abord décrit le café. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de partir à l'aventure pour se procurer une tasse du précieux liquide. On peut facilement le préparer chez soi ou se rendre dans le café le plus proche. En 2023, les États-Unis comptaient à eux seuls plus de 72 000 cafés. Alors, imagine dans le monde entier. Lorsque tu penses au café, quel est le premier pays qui te vient à l'esprit? L'Italie? Peut-être la France? Pourtant, tu vas être surpris, mais en fait, la Finlande est le pays qui consomme le plus de café dans le monde. Imagine un peu, un Finlandais adulte boit jusqu'à 12,4 kg de café par an, alors qu'un Américain n'en est qu'à environ 5 kg. La Norvège occupe fièrement la 2e place et le Danemark ferme le top 3. L'Italie et la France ne figurent même pas dans le top 10. Soit dit en passant, chaque jour, les habitants de notre planète boivent quelques 1,6 milliard de tasses de café. Si tu as l'intention de battre des records de longévité, le café pourrait être utile. Selon une étude menée par Harvard Health Publishing, les gens qui boivent 3 à 4 tasses de café par jour ont plus de chances de vivre plus longtemps. Ça a l'air cool, mais ce n'est probablement pas la solution idéale. Jeanne Calment, l'une des super centenaires les plus célèbres au monde, a reconnu qu'elle buvait du café au lait au petit déjeuner. Et elle a vécu une vie incroyablement longue de 122 ans. Non seulement les humains ont prouvé que le café aidait à la longévité, mais les chats aussi. Je te présente Cream Puff, originaire du Texas. C'est un chat qui a vécu 38 ans. Jake Perry, le propriétaire de Cream Puff, a livré quelques détails sur le régime alimentaire de son protégé. Cream Puff mangeait généralement de la nourriture sèche pour chat, des œufs, du bacon de dinde, bref, rien de spécial. Mais le chat était aussi un grand amateur de café. Et le minou préférait le café avec de la crème. Maintenant, voici une question pour toi. De quelle couleur est ta tasse de café ? En fait, la couleur de la tasse dans laquelle tu bois a une grande importance. Certaines peintures, par exemple les émaux à base de plomb, peuvent libérer des substances toxiques dans les boissons. Les tasses émaillées de rouge et d'orange sont les plus susceptibles de contenir du plomb. Par conséquent, si tu veux jouer la carte de la sécurité, opte pour des tasses en verre, en céramique ou en acier inoxydable. Les tasses en plastique ou en aluminium ne sont pas non plus sans danger, car elles peuvent libérer des substances indésirables, tout comme les tasses émaillées. Mais la couleur est également importante pour des raisons psychologiques. Une expérience a été menée sur la perception du café en fonction de la couleur de la tasse. Ainsi, il s'avère que si nous buvons du café dans une tasse blanche, il peut nous sembler moins sucré que si nous le dégustons dans une bleue ou transparente. Le café a même joué un rôle important dans les grands événements sportifs. En 1932, les athlètes brésiliens n'avaient pas les moyens de se rendre à Los Angeles pour participer aux Jeux Olympiques. Une solution a toutefois été trouvée. Les autorités ont embarqué les athlètes sur un bateau rempli de café. Ce café était vendu en route, ce qui a permis de financer leur voyage. Le café est aussi la garantie d'une vie de famille heureuse. Du moins, c'était le cas autrefois. Au XVe siècle, en Mésopotamie, le café jouait un rôle important dans les mariages. Les hommes choisissaient leurs futures épouses en fonction de leur capacité à faire un bon café. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de machines à café qui nous permettent de choisir nos partenaires en se basant sur leur personnalité. À Constantinople, une femme pouvait demander le divorce si son mari ne lui fournissait pas assez de café. Selon les critères de l'industrie, il faut environ 56 grains de café pour préparer une seule dose de café. Beethoven, oui, je parle de l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, comptait précisément 60 grains pour préparer son café du matin. Je suppose qu'il s'agissait plus d'un rituel que d'une recette particulière. Et toi, as-tu un rituel pour ton café du matin ? Un autre auteur de grands succès musicaux, Jean-Sébastien Bach, a même dédié une cantate au café, qu'il a appelée « Cantate du café ». C'est assez simple, non ? La cantate parle de la dépendance au café. Même si le café noir est censé être le plus répandu, tout le monde a goûté au moins une fois au cappuccino. Le cappuccino doit d'ailleurs son nom à la couleur finale de la boisson. Il s'agit d'une teinte joliment marron qui ressemble beaucoup à la couleur de la robe des capucins. De plus, la robe a un capuchon et le mot capuchon se traduit en italien par cappuccio. Le nom prend enfin tout son sens. Ceux qui n'aiment pas passer du temps à préparer le café optent souvent pour la version instantanée.
souhaitons un joyeux anniversaire au café instantané. Il fêtera bientôt ses 116 ans. Il a été inventé en 1907 et, jusque dans les années 1970, de nombreux consommateurs lui reprochaient son goût médiocre. Cependant, dans les années 1970, la technologie a évolué et les fabricants ont affirmé qu'il avait presque le même goût que le café fraîchement préparé. Le café instantané a également donné naissance à un autre produit populaire, les distributeurs automatiques de café. Le premier prototype a été inventé en 1947 et ces machines sont présentes depuis les années 1950. Il existe également des produits avec lesquels il n'est pas souhaitable de combiner le café. Numéro 1, la viande. La logique est simple, le café peut absorber le zinc dans le corps, il n'est donc pas conseillé de prendre un café après avoir mangé quelque chose qui contient du zinc. Je parle ici de la viande rouge, des huîtres et des haricots. Numéro 2, les aliments frits. Ces plats ont tendance à contenir beaucoup de mauvaise graisse. Et lorsque tu les combines avec de la caféine, ce mélange augmente le taux de cholestérol dans ton corps. Le numéro 3 peut surprendre, mais il n'en reste pas moins que le café et le lait ne font pas bon ménage. Le café ne permet pas au calcium d'être absorbé, de sorte que, techniquement, le lait n'apporte pas beaucoup de nutriments. Le Japon semble être l'endroit idéal pour les amateurs de café. Je veux dire, connais-tu un autre endroit où l'on peut littéralement se baigner dans le café ? Moi non plus. Ces thermes et ce parc d'attractions aquatiques, situé près de Tokyo, sont devenus célèbres pour leurs bains thermaux extraordinaires. Il y a 26 bains au total, remplis de café, de thé vert et de bien d'autres boissons. Seuls des ingrédients frais sont utilisés et les bains sont remplis tous les jours. Ainsi, pour fabriquer un bain de café, on fait infuser des grains de café avec de l'eau provenant de sources chaudes naturelles. Le prix est d'ailleurs assez raisonnable. Un billet pour adulte coûte environ 36 $. Si tu essayais de faire une baignoire à café toi-même, tu dépenserais sans doute plus. Il est temps de briser un autre mythe. Le café décaféiné contient bel et bien de la caféine. Une boisson décaféinée de taille moyenne renferme environ 7 mg de caféine, alors que le café ordinaire en compte environ 70. Oui, 10 fois moins, mais c'est suffisant pour perturber le sommeil. Quant au café classique, n'oublie pas que la caféine a une durée de vie de 6 heures et qu'il faut donc environ 12 heures pour l'éliminer complètement de l'organisme. Le café est à proscrire aussi bien avant de s'endormir que juste après le réveil. Le cortisol, l'hormone du stress, n'est pas seulement responsable du stress, mais aussi des cycles de sommeil. Son taux atteint son maximum entre 8 et 9 heures du matin, de sorte qu'une tasse de café ne fait qu'accroître l'anxiété matinale. Il est préférable de boire une tasse de café lorsque le taux de cortisol est au plus bas. Le cortisol atteint généralement un pic entre midi et 13h et entre 17h30 et 18h30. Pas de café à ce moment-là. Beaucoup de gens pensent que le café n'est pas une habitude très saine et optent pour de l'eau de bonne qualité ou d'autres boissons. Néanmoins, si tu ne peux pas dire non à ton plaisir coupable, essaye d'acheter un gobelet thermo et de préparer ton café à la maison. Ainsi, tu feras des économies et tu préserveras la nature, car les gobelets jetables ne sont pas recyclables et il faut au moins 20 ans pour qu'ils se décomposent. Faire un saut dans un café est peut-être un de tes rituels quotidiens, mais as-tu déjà compté combien tu dépensais pour cette habitude matinale ? Les milléniaux dépensent plus de 2 000 $ par an pour le café, investissant parfois plus que dans leur retraite.